Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et on va parler politique ce matin dans la matinale avec Stéphane Dessalier-Dupin, colistier d'Isabelle Le Callennec sur la liste Ils sont hauts, la Bretagne, qui est venu jusqu'à nous en studio. Je l'en remercie. Bonjour Stéphane. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous les auditeurs. Alors Stéphane Dessalier-Dupin, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a eu ce sondage, le sondage reste un sondage, qui donne le Rassemblement National en pole position, si vous me permettez ce terme de Formule 1. Dans la course, si vous me permettez également le terme, à la région, avec le Parti Socialiste représenté par Loïc Chenet-Girard, qui est bien placé à égalité avec la liste de Thierry Burlot, soutenue par la majorité présidentielle. Ex-secrétaire fédéral du Parti Socialiste également. Voilà. Et alors, on voit la droite, il y a un petit peu de peine à trouver sa place dans ce paysage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, un sondage est un sondage. Et dans ce sondage singulièrement, vous l'avez vu, la moitié des gens qui se prononcent pour un tel ou pour un tel n'est pas sûr de son vote. Donc bon, voilà. Les Bretonnes et les Bretons sortent d'une crise grave, sortent d'une crise sanitaire, sont conscients qu'il y a une crise économique à la clé, que cette crise économique va amener des mutations. Objectivement, ils abordent là, maintenant, ces élections régionales, sur une campagne courte, sur une campagne qui, jusqu'ici, interdisait pas mal de relations entre les candidats et les électeurs. Donc objectivement, ce sondage a valeur de sondage. Un précédent sondage nous donnait à 17%. Bon, l'important c'est qu'on parle de la Bretagne. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, on va en parler évidemment, Stéphane Dessalier-Dupin. Alors, sérénité, on l'aura compris à droite, sérénité pour porter les dossiers de la Bretagne. Et il y en a beaucoup des dossiers en Bretagne aujourd'hui. On parle d'environnement, on parle de mobilité, on parle de territoire. Alors, on va balayer évidemment ces quelques sujets, il y en aurait bien d'autres. Pardonnez-moi, mais simplement, quand je dis on parle de la Bretagne, il y en a marre que l'on traite la question de la Bretagne sous un prisme national. Voilà, on entend bien. Les uns et les autres font une campagne, l'une une formation pour leur candidate nationale en vue des élections présidentielles, l'autre formation pour leur candidat national, et on veut nous enfermer dans un débat qui devient objectivement pénible entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Ce n'est pas un sujet breton. Ce n'est pas un sujet breton. Ce qui me permet de vous poser la question, est-ce que c'est déjà une forme de pré-premier tour de la présidentielle en quelque sorte? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'en faire un pré-premier tour. J'espère d'agitation. Nous, ce qu'on veut traiter, c'est vraiment la question de la vie des Bretonnes et des Bretons, la vie quotidienne, puisque le conseil régional, c'est la vie quotidienne de chacun. Lorsque vous prenez le car, lorsque votre enfant va au lycée, lorsque vous faites de la formation professionnelle, tout ça, c'est le conseil régional, pour un budget global d'1,7 milliard grossièrement. Voilà, c'est ça la réalité. Et la vie quotidienne, aujourd'hui, elle est compliquée pour nos concitoyens. Donc il s'agit de la simplifier, il s'agit de leur permettre de se déplacer dans de bonnes conditions. Il s'agit de leur permettre de trouver un emploi, mais également que l'employeur trouve un salarié. Voilà, ce sont des choses concrètes. Alors justement, sur ces choses concrètes, et vous avez mis le doigt sur la mobilité, aujourd'hui c'est une grande préoccupation en Bretagne. Comment se déplacer d'un point à un autre, comment et avec quels moyens de transport, et on voit là encore que tout le monde n'est pas égal, en tout cas face à ces déplacements. Les métropolitains ont beaucoup plus de moyens finalement que les gens qui habitent en centre-Bretagne. Comment essayer de rééquilibrer un peu ces déplacements en Bretagne? Arrêtez de taper sur la voiture, déjà, parce que la réalité de nos concitoyens en Bretagne, c'est majoritairement la voiture. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre d'équipements routiers, on peut évoquer la RN 64, mais qui sont à réaliser. Il y a un certain nombre de... Il y a longtemps, pardon, Stéphane Dessalier-Dupin, qu'on l'attend, cette RN 164. On en parlait déjà dans le plan routier breton du général de Gaulle. Bon, on arrive au bout. Mais il y a un certain nombre de contournements également, de villes importantes qu'il faut savoir réaliser. Donc,
La voiture, c'est une chose, mais la voiture, c'est également le covoiturage, c'est également l'autopartage. Aujourd'hui, on a les outils numériques qui permettent de faire des choses tout à fait correctement. La question de l'accès au train, y compris pour des secteurs géographiques qui jusqu'ici, ou jusqu'il y a encore peu de temps, accédaient au train et qui n'y accèdent plus. Je pense à la Bretagne intérieure singulièrement, secteur de l'Oudéac-Pontivy, mais également à Roscoff, par exemple, très, très concrètement. Je pense aux UGG. s'est arrêté récemment suite à des travaux et voilà, il n'est pas revenu sur les rails. Mais je pense aussi aux usagers d'une ligne comme Brest-Quimper. Voilà, donc tout cela, ça nécessite une mobilisation. Aujourd'hui, l'État n'est pas au rendez-vous. L'État n'est pas en rendez-vous sur le train. Sur le train, nous souhaitons depuis de très nombreuses années mettre Quimper et Brest à 3 heures de Paris. Il n'y a rien au contrat de plan État-région. L'État n'est pas au rendez-vous. Et vous savez comment se font les négociations. On peut être tout à fait aimable, mais ferme. Et aujourd'hui, nous manquons de fermeté vis-à-vis du gouvernement sur ce sujet-là. Alors, d'autant que le train est plébiscité, on le voit un petit peu partout en France, y compris en Bretagne. On demande des trains, il y a une réelle demande de trains. Et puis, il y a des initiatives. On a des coopératives qui commencent à se monter pour faire rouler des trains, là où la SNCF ne les fait plus rouler, ou encore des trains de nuit qui sont aussi plébiscités par les Bretons, d'ailleurs, en particulier. Et le vieux Quimper-Vintimille. Voilà, le Quimper-Vintimille, ça va nous rappeler des souvenirs. Justement, le plan train, il a été mis en place par la région, il y a eu beaucoup d'investissements, de modernisation. Est-ce qu'il faut aller plus loin, sans évidemment privilégier l'un ou l'autre des modes de transport? Là, il faut se donner pour objectif de pouvoir réaliser dans les meilleurs délais la LGV jusqu'à Brest, jusqu'à Quimper, c'est majeur. Il faut se donner pour objectif les transports du quotidien, et notamment un certain nombre de lignes qui ont besoin d'être rénovées. Ce sont des budgets importants, la voie ferrée, qui ont besoin d'être rénovés, sous réserve que derrière, on ne fasse pas n'importe quoi. Aujourd'hui, vous prenez Rennes-Châteaubriand, Rennes-Retier-Châteaubriand, on a refait la voie, et on met des cars. Enfin, je dirais, il y a un moment, il faut cesser d'être absurde. Voilà, faut finalement une coordination, il faut arriver à recoordonner les transports en Bretagne. Et il faut mettre alors il faut ce qu'on appelle la multimodalité, c'est un peu techno, mais grosso modo, lorsque vous sortez de chez vous, entre le moment où vous sortez de chez vous et vous arrivez à votre destination, vous allez cumuler, pourquoi pas un autopartage, pourquoi pas votre véhicule personnel, la gare, éventuellement le métro à Rennes. Voilà, il faut que tout ça soit coordonné, avec si possible un billet unique, de façon à simplifier la vie des gens. Nos concitoyens, les Bretonnes et les Bretons veulent des choses simples, à des tarifs qui sont adaptés à leur pouvoir d'achat. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez bien qu'on est très loin de savoir si c'est M. Macron ou Mme Le Pen qui seront les derniers candidats sélectionnés aux élections présidentielles. Voilà, là on est sur le quotidien. Un petit mot peut-être aussi des aéroports. On a vu qu'ils avaient souffert en Bretagne et bien ailleurs lors de cette crise, cette pandémie. Est-ce qu'il faut aussi avoir un œil sur ces aéroports bretons? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il faut en supprimer? Est-ce qu'il faut repenser là aussi le plan aéroportuaire? Il y a un vrai plan d'urgence à mener sur les aéroports bretons, ça c'est très clair, on le voit sur des sites qui sont menacés, je pense à Dinard singulièrement, mais on peut s'interroger sur la ligne de Quimper avec Paris. Il y a un plan d'urgence à mener pour remettre en cohérence tout cela, savoir affronter la réalité du marché post-Covid. Et puis, il faut le dire aussi, la loi climat-résilience qui a été votée par le Parlement, elle n'aime pas l'avion. Il n'aime personne d'ailleurs. Il n'aime pas la voiture, il n'aime pas l'avion. Alors, donc résultat, dans cette affaire, un certain nombre de lignes ne pourront pas survivre parce qu'ils ne sont pas dans toutes les mesures technocratiques qu'on peut imaginer, ils ne sont pas dans telle distance ou tel temps vis-à-vis de leur lieu de destination. Idem, ça, il va falloir réussir c'est la loi, à la prendre en compte. Mais voyez le fond des choses. Aujourd'hui, sur les transports, on nous met quand même beaucoup de bâtons dans les roues. Alors, vous avez mis le doigt aussi sur l'environnement, Stéphane de Sadier-Dupin. On parle beaucoup d'environnement aujourd'hui, c'est une réelle préoccupation des Bretons. L'environnement, on le voit, préoccupe beaucoup quand, par exemple, on a une fuite d'huile en baie de Saint-Brieuc sur le chantier des éoliennes. On va en parler des éoliennes tout à l'heure. Mais l'environnement, aujourd'hui, c'est une préoccupation. Comment allier le développement économique, les transports et l'environnement? Équation difficile.
Avec toutes les contradictions, vous avez remarqué que les écologistes de l'écologie politique, hein, qu'on voit dans beaucoup de formations en Bretagne, sont des pros de la contradiction. Et alors là, c'est manifeste dans la baie de Saint-Brieuc, j'imagine qu'on va y revenir, mais enfin, il n'y a pas plus destructeur pour l'environnement que ce projet, mais ce sont des éoliennes, donc on peut rien dire. Bon. Sur le fond des choses, il est évident que la protection de la nature fait partie des priorités, je crois, de toutes les formations politiques, sous l'angle de la protection de la nature. Mais on a le droit aussi de s'interroger sur la protection de l'activité de l'homme. Mmh. On a aussi le droit de s'interroger là-dessus. C'est-à-dire que la nature toute seule, elle revient à l'état sauvage. Mmh. Donc nos mesures de protection de la nature doivent aller, c'est notre cas, dans le sens de la protection de l'activité des hommes et des femmes qui ont besoin d'emploi, qui ont besoin d'innovation, qui ont... Si vous voulez, on ne peut pas geler, comme dit Isabelle Le Callennec, et ces mots, on ne peut pas mettre la Bretagne sous cloche. Nous sommes dans une compétition internationale. Nous sommes dans un monde qui évolue à une grande vitesse, et on a tendance à se regarder un petit peu le nombril, sans regarder ce qui se passe ailleurs. Vous voyez la Chine qui explose complètement en tant que grande puissance, entre autres. Mais voilà, n'ayons pas espèce de réflexe de personnes qui se diraient je suis tout seul dans mon coin. Quoi. Si on veut demain pouvoir peser dans le monde, y compris la Bretagne, eh bien, il faut se donner les moyens de l'innovation, du progrès, de l'évolution. Voilà, allier le progrès et finalement la protection de l'environnement. Alors Stéphane de Sallé, je vous ai promis, on en parlerait des éoliennes, alors on en parle justement. Il y a une forte résistance aujourd'hui à l'implantation d'éoliennes en Bretagne, mais à la fois on est obligé de garantir une sécurité énergétique que l'on n'a pas, on ne produit pas ou peu d'électricité en Bretagne. Attendez, la sécurité énergétique, à l'échelle nationale, à l'échelle de la France, elle existe. Mmh. Je parlais à l'échelle de la région. Hein. Il faut se dire les choses. Elle existe. À l'échelle de la région. La question, c'est d'amener notamment l'électricité chez tout le monde dans des conditions de sécurité, qu'il n'y ait pas de coupure. Aujourd'hui, on a fait des travaux importants en ce qui concerne le maillage des réseaux électriques. On fait des efforts importants pour pouvoir produire de l'électricité via la cogénération dans les sites de méthanisation, un certain nombre de sites solaires. Très bien. Simplement, on ne peut pas ne pas tenir compte de l'avis de nos concitoyens, de l'avis des élus locaux, lorsque trop c'est trop. Et dans certains secteurs de Bretagne, pour l'éolien, trop c'est trop. Et en plus, quand on a cette espèce de contre-témoignage en baie de Saint-Brieuc, où vous vous rendez compte, on a plus de 60 dérogations au code de l'environnement. On a au fond de la baie une réserve d'oiseaux, et singulièrement d'oiseaux migrateurs. On a les grands sites de France, d'Erquy, de Fréhel, du Cap Fréhel. Et on va mettre en face un parc éolien qui va contre tout cela. Contre tout cela. On y va contre l'avis de la population, qui aujourd'hui est manifestement hostile à cette chose-là. On y va contre l'activité première des pêcheurs. 300 bateaux, 1000 personnes qui travaillent dans la baie, qui ont fait un effort considérable pour que... singulièrement la coquille Saint-Jacques fasse l'objet d'une exploitation raisonnée et qui ont réussi dans ce domaine-là, qui ont réussi à en faire un produit tout à fait remarquable et à en gérer la ressource. Produit très recherché, la coquille Saint-Jacques. Tout cela est mis à mal par une entreprise, par une multinationale d'origine espagnole, qui manifestement a planté ses études en termes de qualité de sol et qui n'arrive pas à creuser, qui parce qu'elle n'arrive pas à creuser a une machine qui fuit et qui met de l'huile dans la baie. Enfin, voilà. Et Madame Pompili nous explique que tout cela c'est l'écume des jours, mais qu'on va y arriver parce qu'il faut le faire. Et Monsieur Burlot, concrètement Monsieur Burlot, le président de l'Agence française de la biodiversité, nous explique que ça a de l'importance parce qu'on va avoir 900 000 € de recettes au bénéfice de l'Agence française de la biodiversité. Non, ça suffit, ça suffit. Alors justement, les éoliennes, il y a aussi un aspect financier. On voit l'électricité qui augmente. Aujourd'hui, on demande aux Bretons, aux Bretonnes d'isoler leur logement. Ça, c'est un vrai sujet. Voilà, pour évidemment ne pas trop dépenser d'énergie, mais l'énergie continue d'augmenter. Alors une fois que le logement est isolé... Savez-vous à combien on va acheter l'électricité dans la baie de Saint-Brieuc? Ça va être le parc, j'espère qu'il n'aboutira pas, mais ça pourrait être le parc le plus cher du monde.
à 155 € du mégawattheure. Enfin, c'est de la folie. Le coût moyen est en France aux environs de 50 €. Voilà. Donc, à faire ce type de projet économiquement pas viable, alors c'est sûr que c'est une rente pour Iberdrola, mais à faire ce type de projet, on aboutit à faire payer les Françaises et les Français, les Bretonnes et les Bretons. Le surcoût que ça représente, c'est sur 20 ans 4,7 milliards. Justement, le coût est important, mais pour le citoyen lambda qui isole son logement, le coût d'énergie continue à augmenter. Est-ce qu'il faut arrêter d'acheter de l'électricité justement à ce prix-là, à un moment ou à un autre? Non, mais sur ce type de projet, il y a un moment où les règles de l'économie s'imposent. Vous savez, sur votre facture d'électricité, la petite ligne en bas, oui, sur les taxes, la taxe qui vous permet d'alimenter un certain nombre d'énergies renouvelables qui ne sont pas rentables, objectivement. Donc il y a un moment où le pouvoir d'achat de nos concitoyens, c'est aussi bête que ça, quoi. Là c'est le vrai enjeu, c'est les factures qu'on paye dans les familles. Alors justement, il y a une précarité énergétique en Bretagne, il y a eu des efforts de fait. Comment essayer de combler cette précarité énergétique? Comment essayer d'aider souvent les plus modestes qui ont des logements qui sont mal isolés ou des logements qui sont parfois même insalubres? Il y a un vrai programme à mener. D'isolation, de mise en œuvre des économies d'énergie, ça c'est une chose. Et puis derrière, ce que vous abordez, c'est la question du logement et du prix du logement. Alors c'est pareil, là, dans cette campagne, on a une espèce de débat hors sol sur le statut du résident breton. Vos papiers, s'il vous plaît. On en a parlé ici, effectivement. Là où il faut des mesures précises, là où il faut des mesures adaptées, mais qui nécessitent certes un peu de travail, on va nous sortir une idée du chapeau qui va finalement résider à demander si vous avez des papiers bretons ou pas. Non, on a des programmes à mener, on a des programmes à mener visant à maîtriser les coûts du foncier, à construire. Il y a un moment où il faut construire. Alors, on peut le faire de façon raisonnée. Vous avez Monsieur Burlot sur la dictée de Chénagirard, pardonnez-moi, sur la dictée de Monsieur Burlot, a rédigé ce qu'on appelle, c'est un mot barbare, le SRADET, c'est une espèce de schéma qui contraint l'urbanisme et qui risque d'interdire la construction dans les années qui viennent, la zéro consommation de foncier net. Tout ça va renchérir le coût du foncier, tout ça corsette les communes. On fait la même chose à Rennes que l'on fait ici dans le Menet ou ici à Quessoy. Ça n'a pas de sens une nouvelle fois. Une nouvelle fois, nous devons être en mesure d'avoir du logement neuf, ce qui nous permet de maîtriser les coûts du logement et d'héberger les familles bretonnes et ceux qui sont nombreux et qui aspirent à venir en Bretagne pour travailler, pour faire vivre leur famille dans un contexte de sécurité, parce que aujourd'hui on fuit les grandes villes pour cette raison-là, dans un contexte d'attachement, d'enracinement. On se dit voilà, je vais faire mon trou ici, je veux que mes enfants soient d'ici. C'est des éléments importants. Voilà, donc pour le logement, arrêtons d'être malthusiens, c'est le mot savant, c'est ça, arrêtons d'être contraignants, maîtrisons les choses, hein, je ne suis pas, comment dirais-je, pour faire n'importe quoi, mais maîtrisons les choses, maîtrisons le prix du foncier et arrêtons avec ces débats idiots sur le soi-disant statut du résident breton. Alors d'autant qu'il y a beaucoup de, alors on les a un petit peu taxés de Parisiens, mais de métropolitains qui sont venus s'installer en Bretagne. La crise a un petit peu accentué ce phénomène et on voit des bourgs aujourd'hui qui revivent avec des familles qui s'installent, mais alors parfois eh bien, ces familles s'installent pour y travailler aussi et le télétravail n'est pas toujours facile sans la fibre. C'est le plantage de la fibre. Voilà, alors justement j'allais vous poser la question. C'est le plantage de la fibre. C'est un projet qui dure maintenant depuis plus d'une dizaine d'années et on a monté une usine à gaz. On a monté une usine à gaz. La majorité, présidée par, en l'occurrence, le syndicat mixte présidé successivement par Jean-Yves Le Drian et par Loïc Chénagirard, ont planté le plan. Parce qu'ils ont voulu faire quelque chose de beaucoup trop compliqué, là où il fallait avancer de façon systématique et simple. On était parmi les premiers à se lancer, on est les derniers de la classe, alors qu'il a plus de 3 ans de retard, incapable de donner aux communes un calendrier fiable pour leur dire vous serez fibrés à tel moment.
On parle aujourd'hui de 2026, 2028 peut-être pour la fibre en Bretagne. On a parlé de 2030, on ramène ça en 2026. Oui. Moi, ce qu'il me faut, c'est un calendrier précis pour les communes, de façon à ce que les maires, singulièrement, qui sont en première loge dans cette histoire, puissent répondre à leurs concitoyens, et que, aujourd'hui, lorsqu'une famille veut s'installer quelque part, elle va s'interroger de savoir où est le médecin, où est l'école, où sont les commerces, et a-t-on la fibre? C'est de ce niveau-là. Les entreprises aussi, qui aujourd'hui travaillent essentiellement avec la fibre, ne l'ont pas partout, et ça crée aussi des déséquilibres sur le territoire. Les entreprises s'en vont là où il y a la fibre. Une nouvelle fois, on a monté une usine à gaz. Vous avez des zones économiques sur 2 communes. La première moitié de la zone a la fibre parce qu'elle était, alors je vous épargne les propos techno, elle était dans l'équipe de tête en Ligue 1 si vous voulez. Mais la deuxième partie de la zone économique qui est sur la commune d'à côté, elle est en Ligue 3 ou en Ligue 2 ou tout ce que vous voulez. Et donc résultat, elle ne l'a pas. Enfin tout ça est aberrant. Est-ce qu'il y avait des solutions simples? On a vu dans certains territoires que l'ingénierie, en gros, creuser des trous pour enterrer la fibre, c'était compliqué. Est-ce qu'on ne pouvait pas finalement planter des poteaux comme on le faisait jadis quand on mettait le téléphone? Non, on a essayé une stratégie de tâche de léopard, mais c'est un petit peu compliqué à expliquer à la radio, là où il fallait avancer progressivement, de façon systématique. Voilà. Maintenant, il va falloir corriger tout cela, et puis il va falloir continuer à apporter des solutions alternatives crédibles à des secteurs qui ne sont peut-être pas équipés immédiatement, mais qui ont besoin du très haut débit, d'un très haut débit de qualité. Il existe des versions alternatives, qui sont des versions d'attente, certes, mais qui nous permettent d'avoir un débit correct. Alors, l'équilibre des territoires, ça passe aussi par les équilibres entre les métropoles, les villes moyennes, et encore les territoires ruraux. Est-ce que là aussi, il va falloir travailler ces grands équilibres pour les années à venir? La majorité sortante, messieurs Burlot et Chenet, Gérard, ont laissé faire. On laissait faire, on a un phénomène mondial qui est celui de la métropolisation, c'est-à-dire la concentration de l'activité autour des métropoles, et la région devait être l'élément de régulation dans cette histoire. Ils ont laissé faire la métropolisation, notamment et singulièrement autour de Rennes, et ont délaissé un certain nombre de territoires. Aujourd'hui, il faut corriger cela de façon beaucoup plus volontariste que ça ne l'était, en lien avec les communes, pas en lien avec les grands machins, en lien avec les communes. Voilà. La commune est le premier élément. La commune est le premier élément parce que c'est là que se vit la démocratie concrètement, et c'est là que vous avez des élus qui sont au contact du terrain réel. Alors, on a parlé aussi dans cette campagne, en tout cas c'est invité dans cette campagne, des questions de sécurité qui ne sont pas, il faut le dire, du ressort de la région, en tout cas en tant que telle. Non, mais la sécurité, c'est un élément de la démocratie, c'est voilà. La première des libertés. Hein. Donc il y a un moment où il faut savoir dire les choses. Et si nos concitoyens viennent en Bretagne, c'est justement parce qu'ils fuient des situations d'insécurité. Lorsque vous ne pouvez pas sortir correctement le soir dans tel ou tel quartier, c'est plus possible, quoi. Donc ils viennent en Bretagne pour cela. À nous de ne pas nous laisser contaminer par le phénomène croissant d'insécurité. Pour cela, il faut mettre des mesures assez claires en place. Dans ce qui est de registre de nos compétences, les lycées, les transports, nous voulons une police ferroviaire en lien avec la SNCF. Nous pouvons assurer dans les gares, mais également dans les trains, une sécurité qui soit au bénéfice de tous. Et puis derrière, vous avez aujourd'hui dans les communes des besoins en termes d'équipement de sécurité qui sont malheureusement au-delà des capacités financières des communes. Moi, je pense singulièrement à des questions de vidéoprotection. Et là, il faut arrêter. Ça fait partie des outils nécessaires aujourd'hui. Et vous avez la question des équipements des polices municipales dans plusieurs domaines, hein, espèce de petites caméras. Bon, voilà. Ça, c'est des choses importantes. Nous voulons très clairement que la région puisse accompagner les communes qui se lancent dans ce type d'équipement. Voilà, parce qu'on a besoin de ça, si on ne veut pas, demain, se retrouver dans la situation de d'autres régions françaises qui vivent une insécurité chronique, latente, permanente. Alors, il nous reste une petite poignée de secondes, Stéphane de Salier-du-Pin. Oui, 2 minutes, me dit même mon réalisateur. Alors, 2 minutes pour vous poser la question quand même de Nantes. Le retour de Nantes en Bretagne, c'est quelque chose qui intéresse aussi les Bretons. C'est peut-être pas la première source de préoccupation, mais voilà, aujourd'hui, on a envie de retrouver les frontières de la Bretagne de jadis. Quelle est votre position là-dessus? Avec Isabelle Le Callennec, les choses sont très claires. Nous souhaitons la réunification.
Pas dans un esprit de nostalgie. Vous savez combien l'histoire me passionne. Il y a une réalité bretonne à l'échelle de ces 5 départements. Mais pour nous, ce n'est pas une nostalgie, c'est une question de puissance demain. La puissance, c'est ce qui nous permet de protéger les gens après. Hein. C'est une question de puissance économique singulièrement. C'est un enjeu également de simplification administrative. Nous couplons volontairement la réunification de la Bretagne et l'Assemblée unique à 5 départements. Nos concitoyens ne s'y retrouvent absolument plus dans qui fait quoi. Et malheureusement, je crains que le niveau de participation nous dise des choses dimanche à ce sujet. Il faut, pour nous, réunir les 5 départements au sein d'une assemblée unique avec la région. Un certain nombre de départements français ont réussi, une initiative qui était intéressante, je pense au Bas-Rhin et au Haut-Rhin, les Alsaciens ont pris un coup d'avance. Alors eux n'ont pas réuni avec la région, c'est leur difficulté, mais nous voulons une grande loi Bretagne, votée par le Parlement, qui reconnaisse la singularité de notre région et qui nous permette d'expérimenter, enfin de mettre en place, hein, c'est plus qu'expérimenter, cette collectivité unique à 5 départements, de façon à simplifier. C'est très important que nos concitoyens puissent savoir qui fait quoi et rapidement simplifier la vie administrative singulièrement et avoir une stratégie globale à l'échelle de ce territoire qui a une valeur historique, certes, mais qui a une profonde valeur d'avenir dans une Europe où les régions à singularité, à identité ont un rôle à jouer. Alors, la singularité de la Bretagne, c'est aussi 2 langues, hein, le breton et le gallo. Alors, là aussi, hein, beaucoup de remous. Hein, il y a eu la loi Mola qui a été amendée, on l'a vu récemment. Comment vous vous situez, vous, sur les langues de Bretagne, les langues qui sont un peu à la peine? Ça fait partie de notre patrimoine, mais c'est pas uniquement du patrimoine. C'est aussi des choses qu'il faut aborder en termes de projection, d'avenir. Il s'agit pas de... Il ne s'agit pas de conserver un patrimoine uniquement, il s'agit de transmettre quelque chose qui a de la valeur. Et de le transmettre sous la forme de l'accès à une forme de bilinguisme. Moi, je trouve scandaleux la démarche en même temps qui a été faite par les députés Modem et En Marche à l'Assemblée. On avait une loi portée par Paul Molac, on n'est pas de la même équipe, enfin portée par Paul Molac, Marc Le Fur y était pour quelque chose. Cette loi faisait l'objet d'un consensus quasi à l'Assemblée. Il a fallu que 60 députés, sur ordre du ministère de l'Éducation nationale, avec les mêmes éléments de langage, et donc avec l'accord du président de la République, mettent ce texte au Conseil constitutionnel. Et le lendemain, une fois que le Conseil constitutionnel a cassé un certain nombre de dispositions, le président de la République nous explique qu'il est pour les écoles immersives en même temps. Voilà, ça suffit. Nous, ce qu'on veut, c'est que la région ait la main sur les politiques linguistiques, que l'on puisse transmettre tout ça. C'est une richesse pour la Bretagne, c'est une richesse pour les jeunes bretonnes et les jeunes bretons que de pouvoir travailler en plusieurs langues. Ça se fait ailleurs en Europe. Et puis, c'est cet élément de patrimoine vivant que nous voulons continuer à faire croître. Aujourd'hui, ça ne se transmet plus dans les familles, c'est une réalité. Ça doit se transmettre par l'école, quel que soit le réseau d'ailleurs. Nous voulons très sensiblement accroître le budget des langues régionales parce que ça passe par là. Alors Stéphane de Salier-du-Pin, on va se quitter sur les langues régionales et je vous remercie d'être venu jusqu'à nous ce matin. Je rappelle que vous êtes colistier d'Isabelle Le Callennec sur la liste. Ils sont où la Bretagne, voilà, avec Isabelle Le Callennec. Vous l'avez dit, vous étiez en direct dans notre studio ce matin, je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à toute l'équipe. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.